Moi, j'ai démarré par... je suis un champion de l'entraînement, mais j'arrive en compète, je suis 0. C'était quoi qui marchait pas en compète? Je sais pas, la tête, je pense. Ouais, le mental. Qu'est-ce qui t'a fait switcher? Ce déclic, je sais pas comment il est arrivé, je m'en souviens bien par contre. Et ça finit à la fin que mon père il gueule et il me dit en gros, arrête tout. Rentre à la maison, fais rien de ta vie, arrête tout. Et je sais pas, j'ai ce déclic. Et déjà le lendemain, je crois que j'étais quelqu'un d'autre déjà. Et derrière, je vais au monde, je fais mon premier jet des mondes senior. Le fait d'être favori là où c'est dur à porter, c'est que dès que je croise quelqu'un, ouais, mais de toute façon, on sait que tu vas gagner. Ouais, c'était limite acquis, quoi. Ouais. Et là, c'est les jeux, tu vois. C'est pas le championnat du quartier, hein. Et tu vois, le Kazakh, il est en feu. Et il s'est baladé, là, toutes les poules. Tout le monde me voit perdant sur la demi. Et dans ma tête, c'était en mode, le gros, il est fait. Tu rentres pas les mains dans les poches. Tu vas faire une médaille olympique. Maintenant, choisis la couleur, en gros. Allez, il faut tenir. 3, 2, 1, super l'attaque. Magnifique. Et il marque. Il va aller la chercher, cette médaille d'or, Steven Da Costa. Et il est champion olympique. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai vite compris que ce qui faisait la différence sur le long terme, ce n'était pas l'intuition, c'était le suivi et les bons outils. Et récemment, en m'intéressant à l'investissement, j'ai appliqué exactement la même logique. Sur IG, ce que j'aime, c'est que tout est au même endroit. Tu peux investir en actions et en ETF, et surtout comprendre ce que tu fais. Tu peux accéder à des outils d'analyse pensés niveau pro, mais utilisables par tout le monde. Sentiment de marché, comparaison, rapport. C'est clair, c'est lisible, pas besoin d'être un expert, ça t'aide juste à prendre des décisions plus posées. Tu peux commencer petit avec des achats fractionnés dès 10 € et accéder à des millions d'actions et d'ETF. Et si tu es débutant comme moi, tu as aussi de la pédagogie avec l'IG Academy et des ressources intégrées. Merci à IG pour cette collaboration commerciale. C'est une discipline où chaque mouvement peut décider de tout, un dixième de seconde, un regard, une respiration. Le karaté est un art du combat, mais c'est surtout un art du contrôle. Contrôle du corps, contrôle du mental, contrôle de la peur. Steven Da Costa connaît bien cette frontière. Triple champion du monde, champion olympique, un combattant surnommé le Petit Prince. Mais derrière les médailles, il y a autre chose, des années de répétition, des sacrifices que personne ne voit, et une obsession, devenir le meilleur. Aujourd'hui, on va parler de performance, de discipline, mais surtout de ce qui se passe dans la tête d'un champion. Steven, bienvenue sur Serial Entrepreneur. Merci beaucoup. La première question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi? Moi, j'ai grandi dans un environnement assez bien, dans un quartier compliqué. Enfin, très proche d'un quartier compliqué. Après, j'ai jamais manqué de rien. Mes parents, ils sont toujours serré la ceinture pour nous et nous aider à monter le plus haut possible. Enfin, dans tous les projets, que ce soit école ou sportif. Bon, là, ça a été sportif plus, mais non, un très bel environnement. Tu vas te lancer dans le karaté hyper tôt, à 4 ans, dans les pas de ton grand frère, Logan. Exact. Avec ton frère jumeau, Jesse. C'est quoi tes premiers souvenirs avec le karaté? Tu sais, à la base, tu commences un sport, c'est loisir. Ouais, en vrai, les premiers souvenirs que j'ai, ça reste les petits jeux, voilà, tu viens, tu t'éclates, et un peu comme les petits, quoi. Et après, souvenir de médaille, le départ, moi, c'est plus des déceptions, en fait, hein. Mes premiers souvenirs du karaté, c'est que j'ai pas le même départ que tous les grands champions, peut-être. Moi, j'ai démarré par, je suis un champion de l'entraînement, mais j'arrive en compète, je suis 0. Enfin, en tout cas, je produis rien de bon, tu vois. C'était quoi qui marchait pas en compète? Je sais pas, la tête, je pense. Ouais, le mental. Ouais, parce que mon frère jumeau, lui, par contre, il montait sur tous les podiums championnat de France. Moi, ma première médaille des championnats de France, j'ai 12 ans. J'ai commencé à 6, des France. Donc ça arrive assez tard, tu vois. Ouais. C'est vraiment arrivé assez tard et c'est tous les ans, et voire 2 fois par an. Coupe de France, championnat de France, rien. Qu'est-ce qui t'a fait switcher? Ce déclic, je sais pas comment il est arrivé. Je m'en souviens bien, par contre. Je m'en souviens bien, mais c'est arrivé c'est bon, bats-toi comme à l'entraînement. Et de toute façon, que tu perdes ou que tu gagnes, ça va rien changer en soi. Donc viens, fais-toi plaisir et bats-toi comme si t'étais à l'entraînement. Je pense que cette première médaille, elle a fait le déclic derrière. Après, j'ai enchaîné. Ouais. Donc t'as switché mentalement tout seul? Ouais, après, sans m'en rendre compte, tu vois, à 12 ans, je sais même pas si je sais même pas si tu y réfléchis réellement, en fait, à 12 ans, tu vois, et j'ai vraiment eu ce truc, après, ça y est, la première médaille, ça y est, ça m'a lancé. Et après, derrière, je rentre rapidement en équipe de France à 14 ans. Je crois que même à 13 ans, la première, derrière 14 ans, je rentre en équipe de France et là, j'enchaîne. Est-ce que t'étais un enfant calme ou déjà un compétiteur?
Moi, je te dirais oui. Je pense pas que t'étais si ma mère écoute pas le podcast. Et là, j'étais un petit diable hein, quand même, mais je suis quelqu'un de gentil, tu vois. Mais après, je pense que je bouge beaucoup. Est-ce que c'était quoi tes premières passions à côté du karaté? C'était 100% le karaté? Sortir, on m'appelait le vagabond, tout le temps dehors, bricoler, les vélos, les trucs. J'ai acheté ma première Play, je crois, à 26 ans peut-être, ou 27 ans. Ah ouais. Ouais, pour te dire, moi j'étais vraiment pas... C'était dehors. Ouais, dehors tout le temps. Tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle le Petit Prince? Bonne question. En plus, c'est pas un truc que j'aime trop, tu vois. Enfin, c'est pas un surnom que j'apprécie vraiment, mais bon, malheureusement, je le choisis pas. Le Petit Prince, il est sorti une fois d'un média, je saurais plus te dire lequel, sur un article où ils disent, parce que je suis arrivé chez les seniors, à 18 ans, et j'ai performé vite. Et donc, j'ai plus un article qui dit, le Petit Prince du karaté français. T'aurais préféré quoi, le grand roi? Non, je sais pas. Bah après, ça a été la suite en fait. Ouais, quand je fais champion olympique, c'était plus ça, le Petit Prince devenu roi. Au début. C'est ça. Mais après, en fait, c'est un truc qui est resté. Je sais pas pourquoi ça a marqué les gens, et les gens en fait pour me taquiner, ils me disaient alors le Petit Prince et tout, comme si c'était moi, tu sais, qui avait dit. On m'avait demandé un surnom, j'avais dit ça, tu vois, alors que pas du tout. Mais je pense qu'on le choisit pas réellement. Oui, donc, il est venu comme ça et voilà. Comment ça se passe tes études? À ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, de mémoire, tu fais un bac STMG. Exact. J'ai aussi fait un bac STMG, donc je sais de... Voilà, on est de la même équipe. Alors, je fais un bac STMG et en fait, on est dans une période de sportive compliquée. Enfin, compliquée, non, pas en termes de performance, mais compliquée en termes d'absence. Parce que j'ai eu 18 ans au mois de janvier, je passe le bac au mois de juin. Et il y a les Jeux européens, il y a plein de choses, et j'ai peut-être 3 mois d'absence cette année. Tu vois, donc heureusement, je suis dans une école qui me permet de faire les deux. Je suis dans un sport-études, mais compliqué derrière de rattraper et de suivre. Et je me souviens que je passe le bac fin juin. On m'a pris un vol plus tôt pour revenir des Jeux européens parce que je passais le bac. Donc du coup, je suis arrivé la veille pour le lendemain. Et un peu les mains dans les poches, j'ai envie de te dire, t'es en compète, tu prends tes livres, mais... S'il y en a qui le font, mais moi j'avais du mal, tu vois. Ouais, t'étais focus. J'étais pas là pour bosser, en vrai, c'est compliqué. Donc en plus on est sur un gros événement, Jeux européens, tu vois, c'était assez nouveau pour moi parce que c'est un peu village olympique, etc. Donc t'es vite pris par le nombre de sportifs qui est là, les restos ouverts tout 24/24, enfin tu sais vraiment la folie du village olympique, tu vois. Et Dieu merci, ça se passe bien. J'ai mon bac derrière, après je vais en STAPS. En vrai, c'est plus ou moins la suite logique pour beaucoup. Mais juste avant, je veux faire quand même un petit replay de ta carrière au début, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en 2012, à 15 ans, t'es champion d'Europe cadet. Donc à 15 ans, t'es déjà champion d'Europe, ce qui est quand même pas trop mal. Ouais, j'avais fait bronze au monde aussi d'abord, à 14 ans. Au monde aussi, ouais. En 2011. Qu'est-ce que ça change à ce moment-là dans ta tête en tant que cadeau? Comment est-ce que c'est perçu auprès de tes potes? Est-ce qu'ils s'en foutent? Est-ce qu'ils te disent trop cool? C'est partagé. Ouais. En fait, tu sais, t'es dans une époque de l'adolescence où... Globalement, les gens s'en foutent. Ouais, clairement. Presque, ils veulent plus te tester qu'autre chose. Ça t'apporte presque plus de problèmes que... T'es champion d'Europe, ouais, vas-y, on va... Ouais, c'est un peu ça, mais c'est un peu ça, malheureusement. Et c'est plus des... Ouais, c'est plus... tu le caches parce que c'est pas forcément... Mes titres seniors, ça a été différent. Là, les gens se disent, ah ouais, putain, quand même, là, ouais, grave, ouais. En fait, c'est l'âge qui a fait. Bien sûr. Donc ouais, moi j'étais content. Forcément, c'est des objectifs que je me fixais. Donc ouais, j'étais très heureux. Après, ça a rien changé dans mon quotidien. Bien sûr. L'année d'après, t'es champion du monde à 16 ans et champion d'Europe junior encore une fois. En 2014, pareil, champion d'Europe à 17 ans. Médaille d'argent des moins 67 kilos aux Jeux européens. Champion de France aussi sur la même catégorie en 2015. En 2016, vice-champion d'Europe et sport en 2016. Et ensuite, tu rentres dans les seniors. Toujours la même année. Et t'es champion d'Europe par équipe avec tes frères, Jesse et Logan. Ouais. À quel point ça t'a marqué? Parce que le fait d'être champion d'Europe, c'est cool. C'est mon plus beau champion. Ouais, grave. C'est mon plus beau championnat d'Europe en vrai. Même au-delà de mes frères, notre équipe, elle était dingue. Et en fait, c'est tout qui allait. Je fais champion d'Europe indiv. Je fais champion d'Europe par équipe avec mes frères et avec une équipe incroyable. Et en France. Donc en fait, tout était réuni. Ouais. Et ton papa était entraîneur à ce moment-là? De nous? Ouais. Ouais, depuis toujours en vrai. Ouais, bien donc en plus, on avait vécu vraiment une belle préparation, un beau groupe. Et franchement, les Europes à Montpellier, c'était quelque chose.
moi, ça reste mon plus beau championnat d'Europe. Peut-être pas mon plus beau souvenir, oui, en fait, c'est dur. Ils ont tous eu un goût différent. Que ce soit les mondes, les Europes, et chaque événement a un goût différent. Mais ouais, si je dois choisir un Europe, c'est celui-là, bien sûr. Puis là, c'était tes premiers pas en senior, en Exact. plus, donc c'est encore plus incroyable de le fêter de le célébrer avec ses frères. Ouais, grave. En 2017, tu vas remporter les Jeux mondiaux en Pologne. Et à ce moment-là, tu rejoins le dispositif Athlète SNCF en tant qu'agent d'accueil sur les lignes C du RER. Exact. Est-ce que tu veux me parler de ça? C'est quoi ce dispositif Athlète? En fait, c'est pas... t'as un CDI, enfin t'as un contrat, ouais, t'as un CDI, t'as un contrat de travail, mais t'es détaché à 70%. C'est-à-dire que tu leur dois plus ou moins 50 jours par an de travail, mais t'es payé comme si tu travaillais à plein temps, et en fait t'es détaché pour pouvoir aller chercher des médailles, faire briller la France, etc. Et en même temps, tu donnes ton image à la boîte. Donc non, franchement, moi, c'est ce qui m'a le plus aidé dans toute ma carrière, honnêtement. Ouais, pour toi, c'est trop cool parce que ça te permet de te focaliser sur ton sport. Grave. Et le fait de vivre de son sport, c'est extrêmement rare, en vrai. Ouais, et franchement, les athlètes SNCF sont vraiment aidés. Et ils sont vraiment, on est bichonnés quand même, et même les actions de com qu'on leur doit, c'est des moments dingues, en fait. C'est trop bien. Et t'es avec tous les sportifs. Oui, t'es content de le faire. C'est un ouais de ouf. C'est vraiment pas un truc, tu te dis, je dois aller faire ça ou ça. Franchement, c'est trop bien. Donc non, franchement, moi, ça a été mon meilleur truc, ça a été mon contrat SNCF, ouais. En 2018, l'année d'après, t'es champion de France, champion du monde en individuel, toujours dans la même catégorie, à Madrid. C'est pas la première fois, enfin si, du coup, c'est la première fois. Premier titre senior. C'est ton premier titre de champion du monde senior à ce moment-là. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que limite t'es dans un truc de routine, tu vois? Non, pas du tout, parce qu'en fait, il est très particulier, celui-là. Il est très particulier parce que je fais une saison blanche, à part les France. Je perds tout, en fait. Alors que j'étais sur une bonne vague plus ou moins avant, et là je fais vraiment une saison blanche. Et je saurais pas te dire pourquoi, mais on est en septembre on a 2 semaines des mondes en octobre, et j'ai envie de tout arrêter. Je veux partir du Krebs, donc du centre sportif où je suis. Je veux rentrer chez moi, je veux arrêter. Tout va pas, en fait, rien ne va, c'est dans la tête. Et 2 semaines avant, je rentre chez mes parents et je leur dis ils me disent tu sais, ils nous connaissent par cœur, donc ils me disent je te sens pas, ça va pas. Tu sais, même au-delà du sport dans la vie, la mentale que j'avais, la mentale que j'avais à ce moment-là, ça va pas. En fait, on rentre dans un clash où ils me clashent méchant, tu vois. Et on s'embrouille méchant, mais ils savent que ça marche parce que je suis quelqu'un de vraiment orgueilleux, tu vois, et fier. Et ça finit à la fin que mon père il gueule et il me dit en gros arrête tout, rentre à la maison, fais rien de ta vie, arrête tout. Et je sais pas, j'ai ce déclic, et déjà le lendemain je crois j'étais quelqu'un d'autre déjà, et derrière je vais au monde, je fais mon premier JT monde senior. Et en vrai c'est gros, tu vois, d'arriver chez les seniors, première sélection du championnat du monde, tu fais champion du monde. J'avais 19 ans ou 20 ans, je sais même plus, 19 ans je crois, et c'est dingue. Qui réussissent à titiller ton orgueil, en fait. Ouais, mais en fait, c'est ce qui m'a fait tenir toute ma carrière, moi. Mais en fait, j'ai marché qu'à ça. J'ai marché vraiment qu'à ça parce que, ok, tu te fixes des objectifs, mais une fois qu'ils sont réalisés, après, c'est dur à se trouver des objectifs, etc. Et qu'est-ce qui fait que tu continues à te faire mal, à aller chercher? Moi, c'est ça qui a que marché, c'est la fierté. Pour pas me dire, j'ai perdu contre un tel, ou oui, j'ai perdu, voilà. Je sais que tout le monde m'attend au tournant. Beaucoup comptent sur moi, beaucoup attendent que je tombe, tu vois. C'est partagé. Et en fait, c'est ça qui m'a tenu en haut. Ton meilleur coach mental, c'est tes parents, en fait. Ouais, mais grave. Oui, c'est mon entourage, c'est mes proches. Donc mes parents, par la suite ma femme, mes proches, tu vois, les amis vraiment proches. C'est ça ma force mentale. Mes frères. En fait, mon frère jumeau, ça a été beaucoup mon pilier aussi, tu vois. Parce que il vivait sa carrière sportive, mais il supportait beaucoup la mienne aussi, tu vois, parce que j'étais arrivé à un stade où ça parlait beaucoup de moi, pour pas dire que à la fin, parce qu'à un moment donné, ça a été plus compliqué. On a eu un petit trou de médaille par période, et j'arrivais quand même à relever un peu la tête, et ça a été beaucoup mon pilier dans les phases de doute, parce que c'était mon partenaire de chambre, en fait, tu vois. Donc même quand on partait en stage ou qu'on partait sur des compètes longues, des fois 1 semaine ou 10 jours ou 2 semaines. Les doutes, ils sont là à ce moment-là, et c'est lui qui est là beaucoup aussi. Une vraie histoire de famille. Ouais, grave. Et quand tu remportes ce titre de champion du monde, ils disent quoi tes parents? Mon père est très grave sur ça.
Et ça m'a servi aussi, finalement. En fait, c'est bizarre, mais tu vois, la première fois que je fais champion du monde junior, il me dit, ouais, t'as été nul dès que je sors. Alors que j'ai trimé cette compétition. En finale, je gagne 8-0, autant te dire en 1 minute peut-être. Donc, parce que à 8 points d'écart, le combat il se finit. Soit 2 minutes ou 3 minutes de combat, ça tout dépend de la catégorie d'âge. Soit 8 points d'écart, je gagne 8-0 en finale et il me dit, ouais, t'as été nul. Et j'en ai voulu grave, tu vois, vraiment beaucoup. Parce que déjà, c'était mon premier titre de champion du monde. Certes, c'est chez les jeunes, mais je me suis tué quand même. J'avais un gros tableau, machin. Donc, il me dit ça à la fin, alors que voilà, en fait, mon père, il y a des fois où on se comprend pas. Donc, ça clash parce que on a une manière de dire les choses où on va pas l'entendre pareil, tu vois. Et lui, en gros, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il m'a déjà vu bien meilleur. Même si je gagne, lui, en fait, il s'en foutait du résultat. Ce qu'il veut, c'est le pourquoi on travaille et ce que je produis après derrière sur ce qu'on produit derrière sur le tapis. Après, Nancy, les mondes seniors, je pense qu'ils étaient contents et fiers quand même. Bon, après, ils sont toujours fiers de nous, mais je pense que voilà, ils étaient vraiment contents parce que je venais de traverser une période compliquée. Enfin, une année compliquée, une période, c'est un grand mot, mais une année compliquée, blanche. Ouais, après la tête sous l'eau. Ouais, vraiment la tête sous l'eau. Et derrière, tu vois, je vais chercher le titre. Donc, ouais, je pense que là, ils se sont dit, ouais, on a bien fait. Quand tu remportes un titre de champion du monde, qu'est-ce que tu gagnes concrètement? Une médaille? Est-ce qu'il y a une dotation particulière? Oui, il y a une prime quand t'es chez les seniors. Après, on reste des sports amateurs. Hein, c'est vraiment pas énorme. Hein, donc, ça te permet pas de vivre. Ouais. Okay. Ça te permet pas de vivre. Ensuite, en 2019, t'es champion d'Europe. Et accessoirement, et je dis bien accessoirement, t'es désigné meilleur combattant de la catégorie des moins 67 kilos par la Fédération mondiale de karaté. Ouais. Comment est-ce que tu réagis? Je sais même plus. Enfin, c'est au deuxième titre. Hein. Ah non, c'est ce titre-là. En 2019. Ouais. Exact. C'est oui, ils avaient fait une sorte de trophée MVP, mais je sais pas, je me rends pas compte. En fait, à ce moment-là, je suis en pleine bourre, je suis dans le truc où j'enchaîne. T'es dans le tunnel, quoi. Ouais. Je regarde même plus ailleurs. Et donc, je prends même pas le temps des fois de les fêter ou de les profiter, tu vois, ces médailles. Parce que en fait, il y en a, tu vois, par exemple, qui vont faire champion du monde, qui vont s'arrêter 2 mois peut-être, tu vois, faire un vrai break et tout. Ça, c'est jamais arrivé. Si je m'étais arrêté. Pourtant, tu vois, je suis vraiment pas un gros travailleur de base, hein. Ça a été mon gros défaut, c'est que j'étais talentueux et que j'étais un feignant, en fait. Et, tu vois. Et, mais après, j'étais dans une autre mentale et, en fait, j'avais du mal à m'arrêter de plus d'une semaine parce que j'avais l'impression de tout perdre. Et donc, oui, je pouvais faire un break d'une semaine, mais derrière, j'étais là. Tu continuais à travailler ton mental ou ça se faisait naturellement? Je l'ai jamais travaillé. J'ai jamais pris de préparateur mental, même s'il y en a à qui ça convient très bien. J'ai jamais pris de psychologue, rien. Comme je te disais tout à l'heure, moi, c'est vraiment mes proches, tu vois. Et même si je pense que ces gens-là font du très bon travail, hein, mais j'en ai jamais ressenti le besoin et ça marchait. Donc, je voulais rien changer. Voilà, je voulais pas. Ouais. Ça se trouve, ça m'aurait pas collé. En 2020, année particulière, puisque il y a forcément cette pandémie mondiale. Pour autant, tu démarres l'année en gagnant pour la 3e fois consécutive la Première Ligue de Paris. C'est quoi cette Première Ligue? C'est un équivalent Ligue 1? Ouais, c'est le Grand Slam de Paris. C'est un Grand Slam. C'est un peu c'est the rendez-vous en fait. Ouais, si tu prends les Grands Slams de tennis ou de judo, peu importe. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu Roland Garros si tu veux du karaté. C'est l'Open de Paris un peu. Quelques semaines plus tard, tu réitères ta performance en allant gagner la Première Ligue à Dubaï et tu te qualifies officiellement pour les JO de Tokyo. Sans le savoir. Sans le savoir? Okay. Ouais, parce qu'en fait, j'étais en fait, on était pour se qualifier pour les Jeux, il y avait c'était Mortal Kombat, hein. C'était vraiment la guerre, c'était la guerre vraiment. Et moi, en plus moi on regroupait 2 catégories, donc ils prenaient les 2 premiers du classement mondial moins de 60 et les 2 premiers du classement mondial moins de 67 mois. Donc et on combattait tous les mois, voire un peu plus des fois. Et sur un système à points. Sauf que j'ai jamais regardé mes points à aucun moment. Et tu vois, je pense qu'il y en a à qui ça a porté défaut de tellement vouloir calculer et tout. Moi, je prenais compète par compète et je pensais même pas au jeu en fait. Ouais, je venais, je préparais une compète, voilà, cette compète c'était là, c'était Open de Paris, je la préparais, ok, c'est bien, je l'ai gagné, hop, derrière je préparais Dubaï. Et jusqu'à Dubaï, je gagne, mais je commence à être fatigué, hein, mais toute l'équipe commence à être fatiguée. Quand je te dis, ça a été un gros parcours, ça a été comme il y avait 10 places pour les Jeux, ça a été un parcours long et dur. Énormément de blessés, énormément de croisés, mon frère jumeau d'ailleurs. Et d'autres, hein. Vraiment, tu vois que tout le monde commence à être usé. Et même moi, je sais que je me souviens, j'ai une petite image de Dubaï, justement, où je suis dans la salle d'échauffe, il y a ma finale et tu vois, en vrai, j'ai pas envie, je suis allongé, je dors presque, tu vois. Bon, après ça, c'est habituel d'habitude, mais
c'est du conditionnement. Là, c'était vraiment genre, en plus, il fait chaud. Tu te dis, ouais, vivement que ça finisse et tout. Et derrière, je gagne. Je fais une belle finale en plus. Et les coachs, ils viennent me voir le soir, ils me disent, tu fais pas l'Autriche. Derrière, il y avait l'Autriche. Je dis, pourquoi? Parce que t'es qualifié. Je dis, ah non, vous êtes sûr et tout? Ouais, sûr, on a tout calculé, peu importe qui gagne l'Autriche, t'es quand même premier, je crois, j'étais premier ou premier. T'es quand même premier, quoi qu'il arrive, on peut pas te passer devant, tu sors pas des deux premiers. Et j'aurais dit, mais recalculez bien quand même, hein, soyez sûr de vous, parce que moi, ils me disent, mais tu sais pas combien t'as de points? Je dis, ah non, je l'ai jamais regardé. Et au final, donc du coup, j'ai pu switcher celle-là, et après derrière, pandémie. Est-ce que ça va te permettre de souffler? Mais grave. Moi, c'est moche à dire, parce que c'était le timing parfait, en fait. Mais ça a été l'une des plus belles périodes de ma vie, hein, honnêtement. Bah, pas en termes de tristesse pour les gens qui ont perdu des proches ou peu importe, ça reste une pandémie, c'est compliqué. C'était dur parce qu'on avait peur quand même. Enfin, même moi, j'avais peur de l'attraper, machin. Ouais. Et encore, moi, j'étais quand même détaché, tu vois, parce que déjà, je sortais pas, donc j'avais pas forcément de raison. Et tu sais, quand ça te touche pas, tu te rends pas forcément compte de la gravité du truc. Donc, ah ouais, non, moi, j'ai vraiment vécu une belle période parce que ça m'a permis de souffler. Et encore plus quand ils ont repoussé les jeux. Après, quand ils ont repoussé les jeux, j'étais à 50-50. Est-ce que l'année prochaine, je serai encore dans mon top, tu vois? Est-ce que c'est pas mieux si c'est cette année que je suis dans le jus? Et comme les qualifications changeaient pas, en gros, j'avais 1 an de prépa. Donc, pour choisir mes compètes, choisir mes partenaires, mettre des choses en place, en fait. Donc, moi, je l'ai très, très bien vécu. Pourtant, d'abord, Covid, je pense pas qu'ils vont déplacer les jeux à ce moment-là. Et du coup... Et personne le pense, en vrai. Ouais. On se dit, ça va durer 3 semaines, un mois. C'est ça. Moi, je charbonne encore comme un ouf. 2 fois par jour, la mairie de Mont-Saint-Martin, ma ville, ils me mettent une salle à dispo à 20 mètres de chez moi. Donc, et en plus, il y avait une petite dérogation pour les sportifs de haut niveau. Ils pouvaient ramener quelques partenaires. Donc, nous, on n'était pas beaucoup. Moi, j'avais mes 2 frères avec moi. On est tous les 3. Donc, voilà. Avec un partenaire en plus. Et on charbonne, en fait. Et on charbonne. Et jusqu'à ce que là, on voit l'avancée et là, on lève le pied. Là, j'ai soufflé. Tu vas souffler pendant combien de temps? Je vais souffler rapidement. Hein. Je continue de m'entraîner. En fait, souffler, c'est un grand mot. Oui, je m'entraîne, tu vois, mais on n'est pas dans le foncier. On n'est pas dans je prépare vraiment un événement là tout de suite. Donc, je m'entraîne, mais j'ai levé le pied, je récup. Voilà, il y a des jours où on a un peu moins envie, donc on switch. Et parce que de toute façon, on est dans l'inconnu, on sait pas quand est-ce qu'on revient. Donc on s'entraîne pour garder la forme. Moi déjà qui faisais des gros régimes, donc pour maintenir le poids et etc. Donc ouais, j'ai entendu dans des interviews que tu pouvais perdre jusqu'à genre 10 kilos. Ouais, à l'époque. En perdant de l'eau. Ouais, jeune de 15 à 21 jusqu'à ce que j'ai un déclic. Okay. 21, 22. Jusqu'à ce que ça devienne sérieux, période olympique, etc. Compète tous les mois, je pouvais plus, donc il me fallait un sérieux là-dessus. Et après, donc j'avais une vraie nutritionniste, une vraie diète, et donc j'étais au poids tout le temps. Mais pour maintenir ce truc-là, il fallait quand même que je reste dedans, je fasse du sport, parce que t'enlèves le sport, donc tu relâches un peu, après tu relâches surtout, et à la fin, dur. Donc je maintenais un truc sans vraiment être dans le foncier. Ouais, il fallait quand même une vraie discipline sur pas mal de sujets. Quand tu démarres ta prépa pour les JO, t'es dans quel état d'esprit, t'es dans quel état de forme? Je suis bien, c'est encore loin, parce que je le commence tôt, en fait, mais je combats cette saison. Donc, tu vois, déjà, je reviens juste après Covid. Donc après, je fais quelques compètes, je reviens, même si c'est des trucs fermés, à huis clos, je reviens. Après, ça a été quand même une année quand même compliquée avec les huis clos, etc. Donc, on est toujours dans un format Covid, mais je suis déjà revenu. Dès que les compètes ont repris, j'ai repris aussi. J'ai juste choisi un peu plus mes moments. Mais je les ai préparés. En fait, j'ai quasiment rien changé finalement, à part 2-3 trucs. Je suis resté chez moi beaucoup parce que je les ai préparés, quasiment à 90% avec mon père. Et mais on a changé 2-3 trucs parce que j'ai fait venir des gens pour préparer, tu vois. Et avec mon coach Olivier, mon coach équipe de France, lui aussi est venu. Tu vois, enfin, je le prépare aussi avec lui, mais lui s'est déplacé. D'habitude, c'était nous qui avons des stages, soit à Paris, soit à Montpellier. Et là, comme j'étais le seul qualifié à ce moment-là, il m'a laissé plus dans mon cocon, dans mon truc, et c'est lui qui se déplaçait, qui me ramenait des gens, et j'avais fait venir d'autres personnes. C'est le seul truc qui a changé un petit peu.
Avant Tokyo, tu vas annoncer que tu vises l'or, sinon rien. Mhm. À quel moment tu fais cette annonce? Et en fait, je l'ai fait, mais ça a été mal entendu, tu vois. Alors, je disais pas vraiment ça. Non, mais en fait, c'est vrai, c'est pas vraiment ce que j'ai dit. Tu vois, oui, je visais l'or, mais en fait, je disais juste qu'il y avait que l'or qui m'intéressait et que le reste, tu vois, je m'en foutais un peu. Et ça a été perçu différemment. Ouais, ça a été perçu en mode il a annoncé qu'il va faire or, mais c'est pas que ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit du tout. Moi, ce que j'ai dit, c'est je veux que l'or. Il y a que ça qui m'intéresse. Je vise l'or et je viens pour l'or. Mais j'ai pas annoncé je vais faire or à Tokyo, tu vois. Donc ça a été un peu mal perçu. À quel point ça va te mettre la pression ou pas du tout? En fait, c'est pas forcément ça qui m'a mis la pression, ça j'avais la pression tout court alors que je suis pas du tout de nature stressée avant les Open ou quoi. Je suis grave dans le truc où que je perde ou que je gagne, ça changera rien, donc vas-y, fais. Et mais là, c'était dur. Tokyo, j'avoue, Tokyo, c'était très très dur parce que en fait, je pense que le plus dur à porter, ça a été d'être favori. Et en fait, tu sais, quand t'arrives et que personne t'attend et que tu fais la surprise, c'est magnifique, mais je pense que la pression, elle est autre. Quand t'arrives et que tout le monde, c'est la première Olympiade du karaté, t'es favori, t'es le seul Français qualifié à la base. Après, on était 3. Tu te dis ah ouais, mais en fait, tout était un peu focus sur moi. Et plus la phrase là, plus tout, plus après, il y avait une nouvelle mode où tu sais, les photos de profil Facebook en dessous, tu mettais une bannière. Je suis Steven D'Acosta, je soutiens Steven D'Acosta, ou je sais pas quoi, je commence à la voir partout. Et c'est la première fois de ma vie que, à une semaine des Jeux, je coupe tous les réseaux sociaux. Ok. Première fois de ma vie. Parce que là, c'était trop, je le voyais partout. Chez moi, il y a les bus de ma ville, c'était moi dessus, tu vois, des banderoles sur toutes les mairies à côté, tu vois. Tu te dis, ah ouais. Et là, j'avais besoin de couper. Et en fait, j'ai dit un truc à mon père avant de partir. En fait, si je fais rien, c'est ouf de dire ça en fait, parce que déjà tu te qualifies au jeu, c'est énorme en fait. Quand tu relativises, tu te dis c'est dingue, parce que il y en a qui ça arrive jamais et peut-être ça t'arrive une fois dans ta vie. Et je lui ai dit ouais, si je perds, j'aurais honte de rentrer, genre, tu vois, parce que je pense que je l'aurais très très mal vécu. Comme je te dis, on n'est pas une super grande ville, tu vois, on est 10 000 habitants. Bon, même si tu prends l'agglomération, on n'est pas Paris quoi. Et j'étais partout. Et en fait, le fait d'être favori là où c'est dur à porter, c'est que dès que je croisais quelqu'un, ouais, mais de toute façon, on sait tu vas gagner. Ouais, c'était limite acquis, quoi. Ouais, alors que, et c'est là que tu leur dis, mais il y a rien n'est fait. Et là, c'est les jeux, tu vois, c'est pas le championnat du quartier, hein, et tu vois. Et c'est, en fait, tellement tout le monde est persuadé que tu vas gagner parce que t'es favori, que, c'est triple pression même, c'est x3. Et j'ai dit ça à mon père, je te jure que, même lui, il m'a dit, mais t'es un malade. Il m'a dit, mais tu fais les jeux, déjà. Tu vois, t'es le seul. Ouais, mais je te jure, j'aurais honte de rentrer. Dieu merci, tout s'est passé comme prévu parce que je l'aurais très très mal vécu, je crois. Et à ce moment-là, c'est qui ton concurrent principal? Un peu l'outsider. Au jeu? Ouais. Il y a le deuxième favori, c'est le Kazakh moins de 60 kilos, tu vois, parce que on regroupe 2 KT, donc le favori 67 c'est moi, le favori 60 c'est lui. Sauf que les 10, c'est en vrai, les 10 ils étaient pas là pour rien, tu vois. Les 10 ils se sont qualifiés sur un truc où c'était vraiment chaud. Donc les 10, il y a aucun mec qui a rien à faire là. Quand t'arrives sur les Jeux à Tokyo, donc j'imagine que tu te mets dans ta bulle. Ouais. En plus, moi j'arrive, on est sur, tu sais, en fait, c'est particulier parce que tu sais, tu restes pas après. D'habitude, tu fais tous les jeux, t'es au village et tout. Là, tu fais ta compète, tu rentres. Donc nous, on est en même temps que les sports co, on est à la fin. Et donc nous, on est resté d'ailleurs un peu plus longtemps. Et moi j'arrive, il y a déjà beaucoup de monde qui est parti, on est sur la fin des jeux et on me dit t'as une chambre seule, par contre, enfin on est désolé, t'as une chambre seule, si vraiment ça te dérange, ça m'arrange, ouais, top, bien. Magnifique. Tu vois, parce que moi j'étais pas venu pour kiffer mes jeux, tu vois, j'étais venu pour gagner les jeux. Venu pour faire du social. Mais j'ai fait ma première photo avec les anneaux dans le village la veille de partir. Pour te dire juste pour dire putain merde, c'est vrai, j'ai pas fait ça. J'ai pas profité une seule fois du village, honnêtement. Parce que moi, quand je suis en compète, je reste enfermé dans ma chambre, je sors pour manger ou m'entraîner, et je sors pas de ma chambre. Personne me voit. Il y a des fois, il y avait des championnats où les coachs ils me voyaient au bout de 2 jours, ils me disaient t'es là toi? Parce que je sors pas de ma chambre. Des fois même je sors pas pour manger, et j'envoyais mon frère. Je dis tu peux me ramener ça, et je restais dans ma chambre.
Et dans ta chambre, tu fais quoi? Rien. Netflix. Ok. Rien. Je sors que pour m'entraîner. En plus, c'est des périodes où je suis au régime, tu vois. Je garde le maximum d'énergie. Je sors que c'est pour aller transpirer. Et après, je suis dans ma chambre. Je suis dans ma bulle. C'est fort, en vrai, cette capacité de pas, et je sais pas, ouais, j'en avais besoin. De se concentrer, tu vois. Ouais, j'en avais besoin. J'étais bien. Sieste, film, je sors, je m'entraîne, je rentre. Le soir, je suis dans ma chambre, pareil. Après, il y avait mon frère ou des proches qui venaient, tu vois, dans ma chambre, mais voilà, c'est tout. Il va se passer combien de jours entre le premier match et la finale? Tout le même jour. Tout se passe le même jour. Mm-hmm. Mais ça, c'était bien. Enfin, c'était bien et pas bien. Moi, ça a failli être efficace. pas bien. Ça a failli être pas bien. Parce que je démarre ces jeux. Le premier match, il est à quelle heure? Moi, je me souviens même plus. Matin, mais je sais plus. 10 heures peut-être. Je saurais plus te dire. Je démarre mes jeux, mais pression de ouf. Et j'ai du mal à m'en sortir. Tu vois, alors que d'habitude, tu lances le premier combat, ça va tout seul. Je fais un bon premier tour, mais ça me libère pas quand même. Et je le sens que je suis tendu et que ça va pas. Et je perds un combat dans les poules. Après, j'étais dans une situation compliquée où je suis le favori. Et faire un match nul, ça compte des points. Donc, en fait, personne me propose rien. Donc, je suis obligé de donner des erreurs. Et parce que moi, je dois gagner, tu vois. Et il faut que je sorte des poules. Donc, ça veut dire, pour qu'il se passe que si tout le monde fait match nul contre moi, je sors, tu vois. Donc, je suis obligé d'aller chercher Donc, quand tu vas chercher que tu crées des erreurs sur un profil qui est chiant, tu vois, c'est un mec en vrai, il m'a battu qu'une fois, c'est au jeu. Mais je suis obligé de lui donner ces erreurs-là et bref, il me prend, je perds de quelques points, 2-3 points peut-être. Mais je sors quand même des poules. Mais pas premier, du coup. Parce qu'il sort et moi je sors aussi. Et du coup, finale avant l'heure, je prends le Kazakh. Favori en demi. Sauf que la demi, c'est fin de journée. Il doit être midi comme ça. Et je dis à mon coach, on rentre au village. Il y a 1 heure de route. Hein. Il me dit, comment ça on rentre? Je dis, parce que j'ai besoin de... Je dis, ouais, je vais faire la sieste. Alors que c'est pas... J'aurais même pas dormi, tu vois. Je dis, ouais, j'ai besoin de couper, tu vois, parce que en fait, je sentais que c'était pas la bonne journée. Et il fallait que je coupe, je rentre, je change de... T'as un reset, quoi. Ouais, reset, je reviens, c'est une autre compète, tu vois. Et tout le monde me voit perdant à ce moment-là. Parce que le Kazakh, il est en feu. Et il s'est baladé, là, toutes les poules, il était en feu. Et tout le monde me voit perdant sur la demi. Mais après, quoi qu'il arrive, je suis médaillé à ce moment-là. Je perds en demi, je suis bronze. Et sinon, je vais au bout. Et dans ma tête, c'était en mode, le gros, il est fait. Tu rentres pas les mains dans les poches. Tu vas faire une médaille olympique. Maintenant, choisis la couleur, en gros. Donc, je rentre, je coupe, j'appelle mon père. Je l'appelle déjà là-bas, tu vois. Mais avant de rentrer. Et lui, il me dit, il est content, tu vois. Et je lui dis, mais ça va pas. Il me dit, mais arrête de te prendre la tête et tout, lâche-toi, t'es trop crispé, genre. Je dis, ouais, je sais pas ce qui va pas. Et là, il me met un coup de boost, tu vois. En mode, mais lâche-toi, ça y est, c'est fait, de toute façon. C'est fait. Maintenant, choisis. Et je lui dis, ouais, je rentre, du coup. Je vais même pas je vais grignoter un truc parce qu'il me force un peu, tu vois. Et je rentre dans ma chambre. Et je reste quoi dans ma chambre? 1 heure. Et on repart, parce qu'il y a 1 heure. Parce qu'à la base, il m'a dit, t'es sûr de rentrer? Il y a 1 heure aller, 1 heure retour. Je dis, ouais, c'est pas grave. On rentre, je reviens pour les demi. Et le matin, je m'étais échauffé, alors je fais jamais ça, tu vois. Sauf vraiment quand je sens que ça va pas et que j'ai besoin, tu vois. Et là, je reviens pour les demi et les finales, du coup. Et je m'allonge, je fais la sieste, je suis là. Et je sais que ça perturbe même les autres en général. Qu'est-ce qu'il fait, lui? En gros, il s'en fout, genre. Et ça perturbe ceux qui sont avec moi et ceux qui sont contre moi, tu vois. Et je me mets dans mon truc, tu vois. Je suis même pas changé, je suis en survêt. Après, il y a une femme qui arrive qui nous speed. Je me change, tac, je me mets dedans et je gagne la demi. Et bien, tu vois, je fais un beau combat. Je suis mené, mais pas longtemps. Et derrière, je fais un très très beau combat. Et là, tu vois, c'est là que mon orgueil, elle jouait beaucoup. Parce que tout le monde vient me voir, voilà, machin, final. Je dis, mais vous croyez pas en moi, arrêtez de venir fêter, tu vois, j'ai remballé tellement de gens. Arrêtez de venir genre, vous me voyez perdre, je l'ai même dit aux médias. Tu me voyais perdre, arrête de mentir, tu vois. Et après, il y en a, ils m'ont dit, ouais, bah, c'est vrai, bah, vu la matinée, mais je peux comprendre, tu vois. Mais c'est ça qui m'a aidé. Et après, derrière, je fais une belle finale et voilà, je fais champion olympique, du coup. Quand t'es champion olympique, t'es comment? Soulagé ou? Ouais, tu te rends pas compte. C'est quoi, en fait? Avec toute l'adrénaline, en fait. Là, je me souviens, en fait, je te raconte les grandes lignes, tu vois. Mais en fait, je me souviens de quasiment rien des jeux. C'est trop bizarre. C'est comme si, Blackout. Ouais. C'est comme si tellement de pression, tellement d'enjeux, tellement de trucs. T'es en pilotage automatique. Ouais, en fait. exactement. Mon cerveau, il a switch.
plus rien. Et vas-y, va tout droit. Et en fait, j'ai très très peu de souvenirs. Très peu, même le podium, les gens ils me disent, ah, tu te rappelles, t'as enlevé ton masque et tout, alors que t'avais pas le droit. En fait, ça m'est revenu qu'après. Sur le coup, je dis, oh, je sais pas, je me souviens même pas du podium, pour te dire. Et après, je me souviens qu'il y avait un mec avec un panneau derrière les photographes qui disait, le masque, le masque, le masque. Et gros, c'est ma seule médaille, c'est ma première médaille olympique et ça va être sûrement la dernière. Si tu crois que je vais rester là avec un masque comme ça sur le podium, crois-moi, je peux attraper le Covid, hein, ça me dérange pas. Crois-moi, je suis resté sans masque. J'ai dit, tu crois que je vais gâcher toutes les seules photos que je vais avoir avec un masque? Jamais de la vie. Et de toute façon, il ne serait pas monté sur le podium. Il pouvait afficher son panneau autant qu'il voulait, je te mens pas. Et du coup, je me souviens de peu. Et après, derrière, c'est la course. Après, derrière, j'ai dû dormir 2 heures par nuit. Parce que, en fait, on est en décalage de 8 heures avec la France. Donc, pour être en plateau, t'es à 4 heures du matin, enfin, façon de parler. Et, en fait, t'enchaînes les médias. Je crois que le premier soir, je suis rentré dans ma chambre, il faisait jour. Quasiment 6 heures du matin. Tes parents, ils étaient sur place? Non, non, Covid. Ah oui, c'est vrai. C'est ça le pire truc, en fait. C'est que eux, ils m'ont suivi partout, dans toutes les compètes. C'est la seule compète qu'ils n'ont pas pu faire, tu vois. Donc tu les appelles après la médaille? Ouais, direct. Bah oui, même entre la finale, entre la poule et la demi, direct. Après même eux, je les ai vus lessiver, tu vois. À la fin, c'est moi, je les ai laissés tranquilles. Ouais, parce que eux, j'imagine pas leur stress. Bah heureusement qu'il y avait Maxime qui était là pour gérer tout chez moi, tu vois, parce que Maxime c'est mon agent, celui qui gère tout. Et heureusement, lui il m'avait dit, écoute, je vais aller chez toi pour pendant que tu fais les jeux, parce que déjà on était en train de tourner un film. Et il me dit, au-delà de ça, tu te rends pas compte de ce qu'ils vont subir tes parents si tu gagnes. Sûr. Tu vois? Et franchement, il a assuré grave sur les jeux. Ça a été l'élément qui a tout changé chez moi, tu vois. Et je l'ai vu après quelques jours, tu vois, je les appelais mes parents, je leur dis, ouais, ça a pas l'air d'aller, genre. Tu sais, presque, tu sais, moi, j'étais dans mon euphorie en plus. Ils étaient lessivés, les pauvres. Et c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude, tu vois, les caméras, il y avait TF1, il y avait M6, il y avait toutes les grosses télés, tu vois. Heureusement que Max, il avait grave, parce qu'il est super carré, et qu'il avait grave géré le truc, parce que les pauvres, ils étaient, tu vois, contents, mais limite, tu fais la fête, mais à la fin, t'en peux plus, tu vois. Et je les comprends. Parce que même moi, j'étais lessivé là-bas de ça, alors eux, qui ont pas l'habitude, moins l'habitude, ouais, je pense que quand je suis rentré, là, on a vraiment kiffé, mais la période où j'ai gagné, où en plus je suis loin, ils sont pas avec moi, donc déjà il y a une petite déception en plus, tu vois, petite déception, et derrière tu te fais, et puis que ce soit médias ou que ce soit les gens en général. Donc, oui, parce que j'imagine tu te balades dans la rue. Bah ouais, c'est presque ça, tu vois. Et donc, je pense qu'ils avaient, heureusement que Max a été là, et après ils avaient besoin de souffler. Ouais. Donc l'importance d'avoir ton d'être entouré, bien sûr, mais grave. Hyper important. Suite au jeu, comment est-ce que tu vas vivre ces retombées médiatiques? Parce qu'évidemment, il y a au moment où tu gagnes, le après aussi. Ouais. Comment ça se passe? Dur, hein. Dur. Bah t'es invité partout en fait. Mais t'es invité du plus petit truc, la réunion tupperware à, tu vois, à l'Élysée pour avoir une médaille, tu vois. Donc tu sais, heureusement que là j'étais entouré. Parce que tu te fais harceler et de toute façon c'est pas dur, je répondais plus au téléphone si j'avais pas le numéro. Sur sollicitation de ouais, bah oui, tu peux plus en fait. Tu peux plus, et c'est même pas parce que t'as changé, parce que tu te prends pour je sais pas qui, mais tu peux plus. Moi mon téléphone après les jeux, il s'éteignait et tout, tu vois. Il se rallumait, il s'éteignait, laisse tomber, abusé. Et du coup donc tu rentres, déjà tu te fais, c'est dur. Enfin c'est dur, c'est cool de ouf parce que là les gens ils te le rendent, tu vois. Et ils te rendent tout ce que t'as trimé pour en arriver là, ils te le rendent parce que tu vois, t'es hors olympique, tu rentres chez toi. En plus, moi, comme je t'ai dit, c'est pas non plus une grande ville, donc il y avait vraiment beaucoup de monde. Et ils te le rendent bien, mais derrière, tu vois, quand ça dure dans le temps, t'as besoin de souffler à un moment donné. Et moi, à ce moment-là, je peux pas souffler. Il faut que j'enchaîne les trucs. Donc, tu vois, derrière, tu vas à l'Élysée. Après, j'étais invité sur plein d'events. En fait, le stop de tout ça. Ça a été Noël, les fêtes d'hiver, tu vois, les vacances d'hiver, parce que là tout le monde coupe, que ce soit médias, gens, événements, tout le monde coupe en vrai. Et c'est là où j'ai vraiment soufflé, et c'est là que tu te rends compte, parce que dans le truc, bah t'as la tête dans le guidon, tu vas, et en plus moi le truc c'est qu'il y a les championnats du monde au mois d'octobre. Oui, et ça s'arrête pas. Eh oui, en vrai, je pense que les gens en général l'auraient switché. Tu fais hors olympique, derrière 2 mois après t'as les mondes. Ouais, clairement. Ouais. Sauf que le staff, ils viennent me voir et ils me disent ouais, par contre, on fait comment pour les mondes?
Tu vois, parce que je loupe toute la prépa, en fait. Parce que je suis pas là. Donc, est-ce que tu veux les faire? Est-ce que tu les fais? Et si tu les fais, est-ce qu'on va avoir toi à 100% ou est-ce qu'on va avoir toi qui vient parce qu'il faut venir? Non, moi, par contre, si je fais, j'y vais. Et tu vois, ils me réconfortent comme dans mon truc parce qu'ils me soutiennent à ce moment-là. C'est pas un coup de pression, tu vois. Ils me soutiennent, ils me disent, OK, t'as pas la prépa qu'il faut, mais tu sors des jeux, t'as fait une grosse prépa. Enfin, il en reste plus. C'est pas, il reste des trucs quand même, tu vois. Je suis sûr que si t'es fort dans la tête, tu peux le faire. Mais à ce moment-là, c'est dur moi à ma place de se dire ouais, je vais y aller en mode déter. Tu vois, tu viens de faire champion olympique, t'es sur un nuage. Bon, et je leur dis ouais, c'est bon, je fais. Je vais faire parce qu'en plus déjà mon frère il fait, mon jumeau il fait en indiv, donc je me demande même si c'était pas la première fois. Et ouais, je dis bah oui, je le fais. Ok, je me suis peut-être entraîné 2 semaines avant les mondes. Donc je me remets dans le truc, voilà. Entre les sollicitations et tout, je me remets dans le truc et on va au monde. Et ça a été peut-être l'un de mes plus durs quand même, parce que en fait j'ai accepté le fait de passer à côté, mais c'est sûrement ce qui m'a aidé. C'est pour ça que j'ai été pas crispé de dire ah je suis champion olympique, il faut que je gagne, tu vois. C'était plus en mode justement je sors des jeux, j'ai pas arrêté là pendant 3 mois. En fait j'accepte de passer à côté de ces mondes-là. Mais je viens pour gagner. Mais tu vois, je l'aurais plus avalé que si j'étais passé à côté. Et en fait, je gagne. Donc encore une fois champion du monde. Même saveur que le premier ou différent? Différente là, je suis champion du monde, oui, je suis content. Le job est fait quoi. Mais je suis partagé. Je crois même que je le dis juste après dans un interview où, oui, je suis content parce que je viens de faire champion du monde juste après les Jeux. Je me souviens même que Teddy Riner, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, tu sais, il y en a qui ont du mal à revenir derrière un titre. Et genre en mode, peu de gens l'auraient fait de venir faire les mondes 2 mois après. Et parce que là, je rentrais en partenariat avec lui sur une marque. Donc on discutait pas mal et il m'a dit, prends le temps de savourer parce que, tu vois, tu reprends l'équipe de volley qui fait championne olympique. Derrière, elle perd l'euro juste après parce que voilà, mais c'est dur de se remettre dedans, tu vois. Et mais je suis partagé sur le sentiment parce que oui, je suis content, je viens de faire champion du monde une 2e fois consécutive, mais en fait, on commence à banaliser ce que je fais. Et ça, c'est le truc que j'ai eu le plus de mal à vivre. Parce qu'en gros, j'arrive, première interview, mais c'est en fait, j'en veux pas à la personne qui me dit ça. C'est parce que c'est un truc normal, parce que je suis passé par là aussi en fait, où tu regardes un Teddy justement, il gagne et tu te dis bah ouais, normal. Alors que mais c'est en pas fait, du tout normal, pas normal. Norme de ouf. Mais oui, pas normal de ouf. Et en fait, c'est ça que c'est la problématique quand t'as fini le jeu, quoi. Ouais, presque, tu vois, je sais pas si c'est vraiment ça, mais en fait, j'arrive sur l'interview, normal comme prévu. Je dis non en fait, mais c'est ça le plus dur à vivre. C'est ça en fait, c'est le fait qu'on banalise tout ce que tu fais derrière. Par contre, si tu perds, c'est un truc de ouf. En fait, perdre, ça devient plus une dinguerie que de gagner. Et ça, c'est trop dur à vivre parce qu'en fait, on se rend pas compte. Enfin, les gens se rendent pas compte. Mais j'ai été à cette place aussi où je regarde des athlètes hors normes, tu vois, et je me dis ouais, normal. Mais non, en fait. Typiquement, je pense direct à Cristiano Ronaldo. Mais grave. Moi qui suis un énorme fan, tu vois. À Usain Bolt, tu vois. C'est des mecs où les gens, le mec, il gagnait de ouf et on dit ah, normal. Ouais. Et en fait, oui, mais c'est dur pour la personne qui est là. Parce que, en fait, t'as l'impression de plus avoir de reconnaissance et que on va plus fêter, enfin pas fêter, mais on va plus grave parler d'une défaite que d'une victoire. Et c'est bien, c'est que t'es arrivé haut, mais c'est dur parce que t'as l'impression de plus avoir de reconnaissance et que t'as plus le droit de perdre et que voilà, c'est comme ça, t'as plus le droit de perdre et tu viens, tu gagnes. Et si tu gagnes normal, bon, on s'en fout, mais presque. Et tu perds, dinguerie. Ça, c'est trop dur. Donc ça, tu vas mal le vivre. Un peu, ouais. Et je me souviens il y a souvent des soirées après les mondes, les trucs, tu vois, moi je sors même pas. Et mon frère reste avec moi et il est lessivé aussi parce qu'il vit le même truc que moi différemment, mais tu vois, il le vit, on est mort et j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi et de couper, tu vois. Même si je fais pas couper direct, mais j'avais aucune joie, j'avais pas la tête à la fête en fait. Et pourtant je venais de faire champion du monde, tu vois, c'est ouf, ouais. Champion olympique. Une année, franchement, c'est l'année peut-être faire mieux, quoi. Ouais, c'est ma plus belle année, tu vois. Ouais, grave. Et là, j'ai tout sauf envie de fêter, je te jure.
Donc ouais, sentiment particulier le deuxième. Oui, en fait, je suis grave content parce que justement, je donne pas ce truc de bon bah voilà, il a fait champion olympique, mais bon derrière il perd les mondes. Voilà. C'est en mode j'avais peur que si je perds les mondes, on se dise ah mais bon c'était un coup de chance peut-être les jeux. Tu vois, donc en mode bah je confirme tout de suite juste après, voilà. Et Personne peut rien dire. ouais. Et moi aussi, mais moi aussi à moi, tu vois. Pour moi, tu vois, t'as pas l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur, tu vois. Et parce que tu viens tout de suite, tu confirmes derrière. Et bon après ça a suivi. En plus c'est pas comme si j'ai sombré après, tu vois. Et t'as pas l'impression d'avoir ce syndrome de l'imposteur où tu fais un one shot, t'arrives à une compète, t'as eu 70 sélections, tu fais une médaille, ok t'es content, mais t'as l'impression que voilà c'est presque t'as eu un coup de bol. Là tu vois je reconfirme derrière et ça me soulage. Mais voilà, j'ai pas envie de faire la fête. Ensuite, après ces championnats du monde, tu vas couper un peu. Mmh. Je sais pas à quel moment tu vas apprendre que le karaté ne fera pas partie des Jeux. On le savait déjà. Ok. En fait, je vais au jeu en me disant c'est one shot, c'est maintenant ou jamais. On le sait déjà depuis février en fait. Ouais, depuis février, si je te dis pas de bêtises, depuis février, on le sait pour 2024 et on est en février 2021. Moi en fait, j'ai été au jeu en sachant que c'est maintenant ou jamais, c'est one shot. Encore plus pression de plus, tu vois. Encore plus ouais, grave. Et en fait, et tout le monde te le répète. En fait, parce que bien sûr. Bon, voilà, c'est les premiers jeux et les derniers jeux du karaté. C'est ta seule chance, en gros. Tout le monde te le dit. Tu le sais, mais tout le monde te le dit, mais c'est normal parce que c'est la vérité. Et tu vas être hyper médiatisé aussi par rapport à ça. Ouais. Comment tu vas défendre ton sport? Mais oui, en fait, t'es représentant. Après, le fait que le karaté n'ait pas été au JO, ça m'a offert aussi. Que ne soit pas reconduit pour Paris, ça m'a offert grave parce qu'en fait, il y avait le petit truc polémique derrière, parce qu'on a une heure olympique française et derrière on reconduit pas le karaté en France. Donc ça m'a beaucoup donné la parole en fait. Et je pense que ça m'a offert aussi une autre place. Et on m'a beaucoup vu après les Jeux. Et comme Brahim Asloum il m'avait dit, j'avais longuement discuté avec lui, et il m'avait dit, tu sais, on se souvient souvent d'une Olympiade, on se souvient de 5 personnalités. Et je pense que t'en feras partie de Tokyo, tu vois. Et donc, c'est triste pour le karaté. J'étais triste moi-même. T'imagines le champion olympique en France à la maison. Même si aujourd'hui, j'aurais pas changé mon titre. Tu vois, si on me disait, tu gardes ton titre, mais tu le fais à Paris, tu le fais pas à Tokyo, je le laisse à Tokyo parce que voilà, c'est l'histoire, elle est comme ça. Mais, ça m'a positionné autre part, tu vois. Ça m'a laissé, je pense que je laisserai une trace un peu plus longue. Ouais, clairement. Grâce à ça, même si c'est malheureux. Ouais, c'est clair. C'est quoi, après coup, qu'est-ce que tu retiens de cette période, justement? Est-ce que ça a été un peu chaud, même, tu vois, vis-à-vis de Tony Estanguet ou... Ouais, après, en vrai, c'est pas à lui que j'en veux réellement. Je sais que c'est au-dessus de lui, mais il avait cette position où, fallait bien que j'attaque quelqu'un, donc c'était lui. Tu vois, et tu voulais cette place, et ben, tu prends les problèmes qui vont avec. Et, je sais qu'il l'a mal vécu. Mais c'est pas grave. C'était pas personnel, il y avait rien de personnel. Et je lui en voulais de pas nous avoir défendus, même si je sais que c'était pas lui le décisionnaire, tu vois. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Et ouais, j'en ai voulu de pas nous avoir défendus. C'est chez toi. Karaté français, ça reste dans le top mondial, tu vois. Donc ouais, je lui en ai voulu pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai attaqué. Mais si tu regardes, c'est plus les autres qui attaquaient Estanguet que moi finalement. Et moi, je lui ai dit les choses même en face à face. Et même des choses qu'il avait pas envie d'entendre. Mais c'était pas à lui personnellement que j'en voulais. Moi, j'étais triste pour mon sport et triste de pas pouvoir défendre mon titre ou aller en chercher un autre, tu vois. Et en 2022, qu'est-ce qui se passe? Je forme mon Open de Paris. Okay. Mais dès le premier tour, j'étais naze. Donc je perds au deuxième, je crois. Derrière, je vais aux Europes, je perds au premier tour sur une erreur mais de débutant. Et derrière, c'est quasi la fin de saison. En fait, je combats pas beaucoup cette année-là. L'année se passe assez vite. Finalement. Ouais. En fait, je fais 2 contre-perfs, je crois, 2 ou 3, et voilà. Et ensuite, tu réenchaînes 2023, champion du monde, champion d'Europe. Ouais. Là, c'est une belle année derrière. Mais parce que c'est une année avec des vrais objectifs. Et tu rentres dans l'histoire du karaté parce que si tu fais un 3e titre mondial d'affilée, ça fait partie de tes objectifs en soi. En fait, c'est dur. Le truc qui est dur, c'est les objectifs à trouver derrière quand t'as beaucoup performé. Donc ça en fait partie. Mais par contre, j'ai laissé beaucoup de plumes sur le dernier
parce que encore la grosse pression, tout le monde t'attend, le fait que tu gagnes c'est normal. T'as pas envie de donner le plaisir à certaines personnes de tomber, tu vois. Donc j'y ai laissé beaucoup de plumes et tu sens qu'à un moment donné la vague elle tourne un petit peu, que ce soit au niveau des arbitres, au niveau du public, au niveau des gens. Il y en a ils en ont marre de te voir au bout d'un moment et donc il faut que tu perdes. Donc pour marquer un point t'en mets 2. Et comme les grands champions de tous les sports. Et s'il y a un litige, tu sais que ça penche dans l'autre sens. Donc c'est dur. Donc psychologiquement tu laisses des plumes, physiquement tu laisses des plumes. Et encore une fois, j'ai une bonne étoile, ça se finit bien. Mais c'est là que j'avais vraiment besoin de couper. Du coup. Ouais. Bon, là, on est sur quelque chose de grandiose. Celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite parce que déjà, je me marie une semaine avant ou 2, les mondes. Donc, je suis dans une belle période, tu vois. Je me marie juste avant. Je fais champion du monde pour la 3e fois. Tout était aligné, en fait. Et je venais d'apprendre que j'allais être papa en 2024. Donc, j'avais déjà prévu de faire un break. Et c'était le meilleur moment. Ouais. Tout était aligné pour. Donc, j'en ai profité de celui-là. Mais pas longtemps. Parce que derrière, c'est dur. Tu vois, pourtant, j'ai pas dit que j'arrêtais. C'est pas impossible que je revienne pas. C'est pas impossible que je revienne non plus. Et tu vois, les athlètes, ils disent la petite mort quand t'arrêtes. Tu vois, parce que là, j'ai breaké à un moment. J'ai switché même les mondes là. Mais parce que j'avais vraiment envie de profiter de mon fils et de pas louper ces moments-là. Quand t'es sportif, tu loupes énormément de moments dans ta vie privée. Des fois qui gâchent beaucoup de choses. Et que ce soit des amitiés, que ce soit en amour. Bon, ça n'a pas été mon cas parce que ma femme, elle me soutient beaucoup et elle connaît ce monde-là. Et donc, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Mais tu perds des amis parce que tu loupes des mariages, tu loupes des annives, tu loupes plein de choses, en fait. Tu loupes des soirées. Les gens comprennent pas. Et moi, en plus de ça, comme on est un sport à poids, tu vois, juste aller manger au resto, des fois, c'est compliqué. Mais ça, les gens peuvent pas l'entendre. Et tu viens, tu manges une salade. Ah, mais non, c'est pas comme ça, tu vois. Ça, c'était la phrase typique. C'est bon, tu viens, mais tu manges une salade. Ouais, mais non, tu vois. Et même si moi, je regrette pas, j'ai eu une belle jeunesse, j'ai vécu quand même, tu vois. Je suis pas Cristiano Ronaldo, hein. Je suis pas, tu vois. Il y en a qu'un, aussi. Je suis déjà. Et je suis tellement pas l'exemple de, tu vois, du sportif idéal. Donc, j'ai vécu, je regrette rien. C'est pour ça que j'aurais pas une crise de la quarantaine, tu vois, parce que j'ai vécu. Mais par période mais ça permet que ça enlève pas que tu rates beaucoup de choses. Et donc c'est tout ça j'avais pas envie de rater et donc j'ai breaké. Par contre après tu sens vite entre guillemets la petite mort que les athlètes disent quand t'arrêtes. Sur quels aspects? Sur l'aspect où déjà moi je suis pas réseaux sociaux. Donc tu rentres assez rapidement dans l'ombre. On essaye assez rapidement de t'oublier ou de te remplacer. Et tu commences à vite tourner en rond, en fait. Tu vois, tu commences, parce que, tu vois, là, sur un break comme ça, j'ai vu que ça a plus rien à voir. Tu vois, t'as plus la même vie. Et au début, t'es trop content. Pendant 1 mois ou 2, tu manges ce que t'as envie, tu fais ce que tu veux, tu te fais pas mal à faire du sport, ou tu fais du loisir. Mais ça tourne vite dans le mauvais sens. Moi, derrière, en plus, je fais champion du monde, j'explose. Je prends 15 kilos, tu vois. Comme une petite dépression finalement. Ouais. Et pourtant c'est ce que je veux à ce moment-là. C'est pas un truc qui est venu à moi, je me suis blessé ou tu vois. C'est moi qui l'ai choisi ce stop-là à ce moment-là. Et mais tu rentres dans un truc un peu sombre. Au début c'est trop bien, mais vraiment pas longtemps. Et après c'est dur. Et pourtant je vis les plus belles années de ma vie, tu vois. Et ça va durer combien de temps? Ça dure peut-être encore, tu vois. Non, ça dure pas parce que non, ça va mieux psychologiquement. Ça a été dur. Ça a été dur l'année 2024, ce qui suit en fait. Parce que pourtant comme je te dis, c'est la plus belle année de ma vie, mais c'est peut-être trop de changements d'un coup, tu vois. Je stoppe. Tu deviens papa. Ouais, je deviens papa et je tourne en rond en fait. Même si je me régale et tout. Et en même temps, c'est normal parce que c'est la première année où ta vie elle change complètement. Ouais, elle change mais trop vite d'un coup et trop brutalement, je pense. 2 salles, 2 ambiances. Pourtant, j'y étais pris, je le voulais. Mon fils, je le voulais, tu vois. C'est pas un truc qui est tombé. C'était pas le moment, tu vois. C'est un truc que je voulais stopper. C'était un truc que je voulais, faire une pause, tu vois. Et derrière, c'est dur. En plus, tu vois, t'as du mal à te regarder dans la glace. Tu t'acceptes pas comme ça, tu vois. Au départ, moi, je te dis, je prends 15 kilos d'un coup, tu vois. Et ça va pas, en fait. T'as l'impression de profiter des trucs que t'as toujours ratés, entre guillemets.
Mais en fait, il y a même plus de joie dedans parce que tu sais, comme quand t'abuses de tout, au bout d'un moment ça devient naze. Donc ouais, tu peux aller au resto tous les jours, mais au bout d'un moment c'est chiant. Tu peux faire des soirées tous les soirs, mais au bout d'un moment c'est chiant. Tu vois, tout. Et donc du coup et puis après tu commences à avoir du mal à trouver des occupations, donc à t'ennuyer en fait. Et pourtant vraiment tout se passe bien dans ma vie. J'ai tout pour être heureux, tu vois. Et c'est dur. Est-ce que tu vas Et tu t'en rends pas compte. Bah bien sûr. Parce que là, tu parles. Là, je le parle parce que. Et quand tu le vis, tu le réalises pas. C'est ça. Et je l'ai beaucoup travaillé, en fait. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup cherché. Et en fait, plus ça avance et moins t'as envie de faire des choses. T'as plus envie de rien, en fait. Tu te rends compte que, ce qui te manquait, t'en as plus envie. Ce que tu faisais, t'en as plus envie non plus. En fait, t'as plus envie de rien à la fin. Et de là, heureusement que je suis bien entouré. Parce que même si des fois, ça me rend fou parce que ils me font mal à la tête, je le sais. Tu vois. Et en fait, moi, je vais encore plus vite entre guillemets, dans l'ombre et dans tout ça. Parce que je suis pas réseaux sociaux, tu vois. Je publie peu, même s'il faut que je m'y mette. Il faut que je m'y mette parce qu'en fait, je fais tellement de belles choses que je montre rien. Et je sais que, il y a des gens qui aiment, tu vois, voir ce que tu fais, tu vois. Et je fais tellement de belles choses que je communique pas, tu vois. Il y a eu des bureaux à mon nom que j'ai inauguré, des trucs, tu vois, je montre rien, en fait. Et c'est des belles choses. Mais je me rends pas compte parce que j'ai pas cette habitude de prendre mon téléphone, de parler face cam, pourtant, je suis pas du tout timide, hein. Mais j'ai pas ce truc. Je l'ai jamais eu. C'est comme un muscle, en fait. Ouais. Et, alors, je sais que je devrais, ça m'aiderait moi. Et puis ça me permettrait de partager, en fait, de montrer que je fais quelque chose. Aujourd'hui, peu de gens savent ce que je fais. Et tout le monde, personne ne sait si j'arrête, si je continue. Ça moi non plus. Je suis en décision actuelle, tu vois. Mais personne sait et personne sait ce que je fais de mon quotidien, en fait. Donc c'est la question d'après. Voilà. Et du coup, j'ai besoin de m'y mettre parce que c'est l'ère actuelle, c'est ça. Et j'ai besoin de m'y mettre et de décider de la suite. T'en as discuté avec des athlètes qui ont vécu la même chose ou pas forcément? Pas forcément. Si, j'ai beaucoup discuté en fait, là, je te parle de la petite mort de quand t'arrêtes définitivement ta carrière. Mais il y a beaucoup qui font de dépression après jeu. Ce que j'ai pas eu, en fait, parce que je suis pas quelqu'un qui a vraiment besoin de lumière. Mais je l'ai ressenti par contre. Au début, je comprends pas de quoi il parle. Jusqu'à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, la période des fêtes d'hiver, les vacances d'hiver. Là, creux, donc tu souffles. Et après, mois de janvier, c'est mort. Mois de janvier, février, c'est un peu mort. Tu vois, parce que ça y est, les jeux c'est passé, on passe à autre chose. Et tu passes de sursollicité à oublier presque. Et en fait, là, je comprends ceux qui rentrent en dépression parce que c'est un choc. C'est comme l'arrêt de la carrière. Mais sauf que moi, j'étais encore dans le jus, je faisais mon truc. Mais je l'ai ressenti. Là, ton téléphone, il sonne plus tellement. Tu te fais plus harceler. T'as quand même du temps. Mais il y en a qui ont besoin de ça, tu vois. Il y en a qui aiment ça. Moi, ça m'a pas, j'ai pas fait une dépression d'après-jeu parce que j'avais pas besoin de lumière et c'était pas enfin voilà, je suis pas comme ça de nature. Mais je comprends ceux qui l'ont fait derrière parce que tu le sens. Que ça y est, la page, elle se tourne là. Et aujourd'hui, Steven Dacosta, il fait quoi? Aujourd'hui, il entraîne dans un club. Il se régale d'ailleurs parce que j'entraîne tout niveau, que ce soit les petits, les débutants, les... Astrasen? Ouais. C'est ça. Et donc je me régale. Je fais beaucoup de stages et aussi dans le monde en fait. Et je suis encore pleinement dans le karaté en fait à 100%. Et puis je travaille aussi avec la Fédération française de karaté. Donc je suis bien occupé aujourd'hui et je prends plaisir. Trop bien, c'est le principal. Ouais. Et de quoi est-ce que tu vis aujourd'hui? De ça. J'ai un contrat à la fédération de karaté. Ouais. Mais et derrière j'entraîne à côté dans un club quoi. Voilà. Enfin c'est le truc un peu standard. Mais après j'aspire à autre chose. J'aimerais bien, comme en plus c'est un peu le thème de ton podcast. Oui, j'aimerais bien entreprendre, faire des choses. Après c'est vrai que c'est dur en France aujourd'hui. Et tu doutes et t'as pas envie de perdre, tu vois. Même si t'es forcément un peu obligé de perdre des fois. Et c'est dur à trouver des idées, mais j'avoue que c'est un truc qui me trotte beaucoup. Ouais. Avant de passer à la partie finale, j'ai quelques petites questions là-dessus, sur le sport et l'entrepreneuriat, justement. Est-ce qu'un athlète devrait apprendre l'argent et le business plus tôt? Oui. Parce que c'est dur.
Après, moi, je me suis pas forcément occupé de tout. J'ai pris un comptable, en fait, comme tout le monde. Et, mais ouais, c'est dur. C'est dur quand tu connais rien, quand t'es quelqu'un de lambda et que tu connais pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais entreprendre, mais tu vois, des fois, tu sais pas comment faire et, tu sais même pas, enfin, tu connais pas tu connais pas un quart. Ben oui. Mais moi, je l'ai toujours dit. En vrai de beaucoup de gens. Mais oui, moi, je l'ai toujours dit, même à l'école. Moi, je trouve qu'on devrait apprendre à écrire une lettre correctement, tu vois, à mettre la date du bon côté, l'adresse, tu vois, à remplir une fiche d'impôt, à faire des trucs qui te servent dans la vie, tu vois, parce que c'est dur, tu vois. Et, oui, c'est très compliqué. Et je pense qu'on devrait être formé là-dessus. Clairement. Je suis totalement aligné avec ça. Est-ce qu'un champion doit aujourd'hui être une marque? Oui. Oui et non. Oui et non, parce que oui, tu dois être une marque parce que ça peut t'apporter plein de choses, mais non parce que tu restes quand même une personne et t'es pas un produit. Donc, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Oui, être une marque, mais bien gérée. Parce que pour en revenir à ça, tu vois, il y a des trucs où, à un moment donné, quand tu es un peu sollicité, que les gens se permettent beaucoup, tu vois. Des fois, ça frôle le manque de respect, même. Sur des trucs banals. Mais une photo, un bisou volé, des trucs, tu vois. Des trucs, mais t'es pas un animal, t'es pas une bête de foire, tu vois. Et t'es pas on peut te déshumaniser aussi. Et t'es pas un objet, tu vois. Et comme moi, je suis super accessible. Je suis pas footballeur, donc, tu vois, je suis très accessible. Des fois, tu vois, il y a des trucs, où ça a été limite, alors qu'il y a des gens extraordinaires. Tu vois, que tu vois l'étoile dans les yeux des enfants, tu vois, il y a des trucs il y a des moments magiques, il y a des moments qui sont plus désagréables. Et comme t'es une marque déjà, bah, entre guillemets, comme t'es une personnalité publique, bah, tu vois, t'as pas envie de te froisser avec les gens déjà, et puis parce que, voilà, déjà, même sans l'être, t'as pas trop envie. Mais c'est des trucs où ça fait pas trop kiffer. Et, donc c'était pour rebondir sur ça, oui, mais bien géré. Ouais, carrément. Ok. Le sport de haut niveau, est-ce que c'est un accélérateur financier ou un piège financier? Tout dépend. Moi, ça a été un piège financier pour mes parents. Parce que, on était 3 déjà. Le sport, ça coûte cher. Certains sports, et le sport de haut niveau encore plus, les déplacements, les centres, etc., même si on a bien été aidés. Mes parents, il y a des moments où ils se sont vraiment serrés la ceinture. Après, oui, j'ai bien gagné ma vie. Je serais obligé de travailler dans ma vie. Je reste un sport amateur. Je peux pas cracher, j'ai bien gagné. Je suis peut-être l'un des seuls qui pouvait en vivre à une période, tu vois. Et, c'était majoritairement via du sponsoring. La SNCF beaucoup, parce que j'avais un salaire. Donc, plus après les partenaires, voilà. En vrai, les partenaires et quelques primes par-ci par-là, mais non, c'est pas... Après, à toi de bien le gérer, mais après, oui, il y a la prime olympique, il y a plein de choses qui font que ça met du beurre dans les épinards en soi. Mais, je pense que c'est plus un gouffre à la base. Ouais. C'est pas forcément moi qui l'ai vécu, j'étais jeune. Bah bien sûr, tu peux pas le conceptualiser. En fait, tu penses qu'à ta carrière. Tu penses à ça, et puis après derrière moi, quand t'arrives chez les seniors, t'es financé entièrement par la Fédé, donc tu payes rien. Et donc tu t'en rends pas compte, mais derrière, si t'as pas d'autre chose, oui, t'as pas de rentrée par contre. Donc c'est pas forcément un gouffre. Des fois, tu te retrouves juste, mais c'est pas assez du coup. Enfin, tu te retrouves juste, t'as des aides pour ton loyer, t'as des trucs, mais ça remplit pas le frigo, quoi. C'est dur. Selon toi, et avec le recul que tu as sur ta carrière, à quel moment un athlète comprend qu'il doit aussi devenir un entrepreneur de sa carrière? Est-ce que justement les athlètes, quand ils performent, en fait, ils devraient être accompagnés sur ces sujets? Ouais, il le devient quand il performe et qu'on commence à le solliciter finalement, parce que oui, tu peux démarcher, mais c'est pas toi qui, enfin, c'est soit les gens ils te veulent, soit ils te veulent pas. Et oui, tu peux démarcher, des fois ça marche pas. Mais en fait, oui, tu dois le devenir quand on commence à te solliciter. Et tu peux pas faire les choses gratuitement. Et à un moment donné, il faut que tu gagnes ta vie. Et puis, il faut que tu sois dans les bons prix. Et ça, c'est dur. En fait, tu vois, quand on te demande une prestation, en fait, tu sais, quand t'es jeune et que c'est les premières fois, tu sais pas quoi dire, en fait. Le pricing, c'est le truc. Mais oui, mais t'as honte presque, en fait. T'as honte. Et tu connais pas le barème, en fait. Tu connais pas le barème, donc ça se trouve, soit tu vas demander grave trop cher, soit tu vas venir pour des miettes et déjà tu tues le marché. Tu tues le marché. Tu tues le marché et puis toi tu gagnes rien en fait, tu vois. Donc c'est dur. Après vraiment ça, trouver le prix c'est le plus dur. D'où l'importance d'être bien accompagné. Ouais. Mais pareil, parce que être bien accompagné, oui. Mais par qui? Parce que si tu connais pas le sport, moi demain je peux connaître les prix du karaté, tu vois, mais je connais pas les prix du judo. Et pourtant on est voisins. Hein. Mais
Tu vois, donc je vais pas aller accompagner un judoka et lui donner des prix. Ça se trouve, je suis lunaire, ça se trouve, je suis grave en dessous parce que c'est un sport olympique déjà. Donc, ouais, c'est ça le plus dur, mais d'être entouré, oui, mais par qui? Ouais. C'est ça qui est dur aussi. Par les bonnes personnes. Sauf maintenant les grosses enseignes qui connaissent un peu de tout, ou alors qui ont pas de. Où la différence, elle est que si tu prends quelqu'un de gros, oui, tu vas payer, donc ça va te coûter de l'argent, mais derrière lui, il aura pas de honte sur les prix, donc il peut te rapporter le plus. Faut trouver le juste équilibre, c'est ça qui est dur. Ouais, ok, très clair. On va pouvoir passer aux dernières questions de l'épisode. La partie question finale. Ouais. C'est des questions pièges. Non, je rigole, j'ai pas de questions. Vraiment zéro piège. Il y a pas de piège, t'inquiète, il y a pas de questions tabou. C'est des questions un peu rapides, mais à chaque fois, t'as évidemment le temps d'y répondre parce qu'on est sur un podcast. Ouais. La première, c'est est-ce qu'un champion olympique est plus proche d'un entrepreneur ou d'un artiste? Franchement, il est au milieu, je crois, 50-50, je dirais moi. Ouais. Parce que ça peut être un artiste, parce qu'il vient de faire champion olympique, donc voilà. Et ça peut être aussi un entrepreneur. Après, il y a des gens, tu sais, qui ont des performances sportives que derrière ils en font rien parce qu'ils en veulent pas, tu vois. Et c'est pas du tout leur objectif. Et donc tout dépend. Moi, je dirais, je suis au milieu. Ouais, ça dépend de la personnalité. Ouais. On apprend plus en gagnant ou en perdant? Moi, en gagnant, parce que j'ai toujours détesté ce truc. Non, mais je perds pas, j'apprends. Bah, pas moi. Parce que moi, c'était Nelson Mandela qui disait ça, je crois. Ouais, peut-être. Ouais. La phrase elle vient de lui. On n'a pas du tout la même vision. Moi, je perdais, j'efface. Allez hop. Par contre, je me remettais tellement tout le temps en question et j'avais toujours envie de plus que même quand je gagnais, j'étais capable de trouver ce qui avait pas été sur cette compète parce que c'est jamais parfait. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Même si tout est aligné, il y a toujours un truc qui va pas. Et je pense que j'ai plus appris en gagnant parce que tu sais, des fois, j'ai envie de te dire, t'apprends en perdant, mais t'as fait 2 minutes de combat, t'es rentré à la maison, t'as pas appris grand-chose. Donc, moi, j'étais pas trop partisan du truc. Il faut quand même du contenu pour pouvoir apprendre. Et c'est un truc qui est ultra exploité, je trouve, dans le développement personnel. Enfin, justement, les coachs de dev perso, machin. Et du coup, ça vient d'une phrase de Mandela qui date d'il y a assez longtemps. C'était je ne perds jamais, j'apprends. Mais en fait, quand tu perds, tu perds. Enfin, tu vois, la réalité, c'est que tu peux rien apprendre de ton échec. Bah ouais. Des fois, tu viens, t'imagines, nous sur un combat où ça peut aller très vite, à Jimé, bam, 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 t'en prends plein la tête, où t'as rien appris. Hein. T'as appris que t'as perdu. Voilà. Ouais, c'est tout. Par contre, en gagnant, ouais. Mais si tu te remets en question, parce que si tu te prends pour quelqu'un d'autre et que ça y est, t'es déjà sur la lune, t'apprends rien. Par contre, la claque que tu prends après derrière, elle t'apprend. Celle-là, oui. Dans ce sens-là, oui. Mais si tu te remets toujours en question et que tu gardes les pieds sur terre, t'apprends en gagnant parce que y a jamais rien de parfait. Le plus gros mensonge sur la performance? Que c'est tout beau, tout rose. On en a parlé, il y a plein de trucs qui sont durs à vivre, mais c'est une belle aventure et quand tu performes, c'est que t'es déjà arrivé. Déjà, le premier point, c'est que t'as réalisé tes objectifs. Après, derrière, il y a du positif, il y a du négatif. Ce que le sport t'a appris que l'école ne t'aurait jamais appris? L'anglais. Non, c'est vrai. Anglais? Non, je parle correctement, tu vois. J'ai été 0 pointé. Quand je te dis, je suis sorti de l'école, c'était hello, my name is Steven. Voilà, ça s'arrête là. Tu vois. Et donc, ça, les voyages, découvrir des cultures et puis le dépassement de soi et tout ce qui va autour et le fait de me faire mal pour arriver à quelque chose que je veux. C'est ça surtout que ça m'a appris. L'anglais, c'était une petite blague, mais c'est vrai que en langue, on n'est pas non plus on n'est pas au top, tu vois. On n'est pas et donc, ouais, ça m'a fait découvrir plein de choses. Ça t'ouvre l'esprit, dans les voyages. Et après, il y a tout ce qui est, le fait de te fixer des objectifs, de les réaliser, de te faire mal et de tomber, de te relever. Voilà, ça t'apprend beaucoup de choses. C'est quoi ce que les gens ne voient jamais derrière une carrière et des médailles? Toutes les déceptions, toute la sueur, toutes les larmes et tout le sang qu'il y a derrière. Le moment où tu as failli abandonner? Toutes les semaines. Non, mais c'est vrai, tout le temps parce que c'est dur et quand je dis tu te fais mal, si tu veux vraiment, tu t'entraînes dur, c'est dur et derrière, c'est pas, tu te fais mal et t'as la belle vie à côté, t'es riche et, hein. Non, la plupart du temps, soit t'es à l'école, soit t'es au taf, soit, tu vois. Donc, c'est ça qui est le plus dur, en fait. Et donc, j'ai même oublié la question, mais c'était... J'ai répondu. Ouais. C'était le moment où t'as failli abandonner. Ouais, donc souvent, en fait. Ouais. Mais c'est comme quand tu fais un métier que tu kiffes. En fait, quand ça devient... parce qu'à la base, tu fais du sport pour le loisir, pour la passion, pour l'amour du truc. Quand ça devient un métier, entre guillemets, je parle pas au niveau salaire, je parle pas argent, hein.
et que t'as des obligations et des contraintes, c'est plus un loisir ni une passion, tu vois. Et ça, peu importe ce que tu fais. Et même quand c'est un taf c'est toi qui l'as choisi, tu kiffes ce que tu fais. Il y a des fois, tu vas à reculons parce que t'as pas envie. T'as pas envie parce que c'est un métier. Donc, au bout d'un moment, t'as des contraintes quand même. Tu vois, peut-être que tu kiffes ce que tu fais, mais il y a des fois, tu serais bien resté au lit faire la grasse mat. Évidemment. Mais non, tu vois. Ton pire défaut de compétiteur? Bon joueur, mais mauvais perdant. J'aime bien. Une règle non négociable dans ta vie? La fidélité. Ouais. Enfin, je parle pas de la fidélité forcément dans le couple. La loyauté. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. La loyauté. Y a-t-il quelqu'un que tu aimerais voir sur Serial Entrepreneur, que tu souhaiterais me conseiller et que tu connais? Franchement, moi, je suis un fan de tous les gens qui ont excellé dans leur domaine. Donc, tous les gens je te parle de vraiment du haut du panier. Tu vois, je déteste lire. J'ai lu grave des témoignages et des biographies parce que sur des gens qui ont excellé. Tu vois, je kifferais voir Clarisse chez toi, à Agbegueno du judo, tu vois. Qui est enceinte actuellement. Exact. Je lui avais envoyé un petit message, mais après j'avais vu ça, je me suis dit bon. Qui est une très très bonne amie à moi et c'est sûrement l'une de mes plus belles rencontres sportives. De Rennes aussi, accessoirement. Ah c'est vrai, ouais, je savais même pas. Elle est rennaise. C'est sûrement l'une de mes plus belles rencontres sportives, tu vois, en termes d'athlète. Et pour tout le global, la sportive, la personne, tout ce qui va avec. Donc elle, pourquoi pas, et après, comme je t'ai dit, voilà, tous ceux qui ont vraiment excellé, mais que ce soit pas forcément dans le sport. Si on parle de la rubrique sport, ouais, je te dirais elle. Ok, trop bien. Bah écoute, parce que c'est une très belle personne en vrai. Je lui avais envoyé un petit message, mais j'avais vu qu'elle était actuellement... c'est une star, elle, hein, c'est pas moi. Qu'elle était actuellement enceinte. Exact. Un projet quand même important. Donc, ouais, tu m'étonnes. Je lui laisserai le temps. Pas de problème. Pour une question, tu prends le rôle de host. Est-ce qu'il y a une question que tu souhaiterais me poser? Comment toi, t'as eu le déclic de te lancer, justement? Parce que t'es un entrepreneur aujourd'hui. Ouais. Et est-ce que ça a été dur? Est-ce que aujourd'hui, tu prends autant de plaisir qu'au début? Moi, quand je me suis lancé, j'avais 20 ans. Donc, j'avais aucun entrepreneur dans mon entourage. Pareil. J'avais famille de fonctionnaires, d'immigrés, portugais aussi. Ah, même famille. Donc, je savais même pas ce que c'était l'entrepreneuriat. Je commence à découvrir ça sur les réseaux à ce moment-là. Il y avait pas grand-chose. On mettait souvent en avant les mêmes personnes, les mêmes startups, les levées de fonds, les machins, etc. Une vision de l'entrepreneuriat, mais pas la réalité. Et donc, je décide de créer ça en 2017, un peu du jour au lendemain, tu vois, en 24-48 heures, sans trop me poser de questions, et sans avoir aucun réseau. Donc, je vais contacter un premier entrepreneur sur Instagram, en lui présentant le projet. Je sais absolument pas pourquoi et comment il a accepté, parce qu'il y avait rien. Ouais. Et j'avais rien, j'avais pas de matos, j'avais rien du tout, et je m'étais dit, s'il accepte, bah là, je suis dans la merde, je vais devoir acheter de matos, enfin, tu vois, etc. Ouais. En plus, j'étais étudiant, j'étais en alternance, donc je bossais les soirs. Ouais, en fait, tu t'étais jeté dans le grand bain. Ouais, exactement. Je me suis jeté comme ça, sans trop me poser de questions. J'ai acheté 2 micros sur Amazon à 50 balles, tu vois. Trop bien. J'avais pas de thunes. Ouais, bah ouais. Et au fil des années, Serial s'est développé, c'est devenu un des podcasts d'entrepreneurs les plus écoutés en France. Donc, est-ce que c'était difficile? Évidemment que oui. C'était, enfin, tu vois, 8 ans d'aventure, c'est surtout dans un milieu qui évolue très vite, où il y a de plus en plus de gens aujourd'hui. Il y a de plus en plus de concurrence aussi. Évidemment, il y a eu plein de fois où j'ai voulu tout arrêter. Je me suis remis en question. J'ai même eu parfois des périodes de pause où j'ai arrêté pendant plusieurs mois. Je me suis dit, mais finalement, à quoi ça sert tout ce que je fais, tu vois? Et la dernière question, c'était... Est-ce que tu prends toujours du plaisir? Évidemment. Sinon, j'arrêterais. En fait, je me suis toujours dit, le jour où je prends plus de plaisir, j'arrête. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est même au cœur de mon kiff. Attends, j'ai une question piège si tu veux. Vas-y. Est-ce que si tu gagnes très bien ta vie, ça comble le plaisir ou pas? Aujourd'hui. Est-ce que demain, tu serais prêt à tout arrêter si tu gagnes très très bien ta vie avec ça? Je pense que c'est complémentaire. Voilà, ça va ensemble. Je pense que c'est complémentaire. Mais s'il y a que ça, pour moi, ça peut pas. On voit la même chose. C'est ce que je te disais. Parce que l'argent, tu vois, c'est un outil. Bien sûr. Si t'as que ça. Bien sûr. Je pense que ça peut vite être problématique. Mais des fois, ça peut te maintenir parce que tu te dis, voilà, c'est le nerf de la guerre. Ça peut être du confort, de dire t'es dans une situation financière confortable. Et du coup, derrière, t'es dans une prison dorée, quoi. Et ça, franchement, je l'ai vu beaucoup. Bah ouais, tu m'étonnes. Chez les entrepreneurs. Ouais, grave. Mais souvent, gens qui se sont mis dans ceux qui sont vraiment riches, souvent, ils ont envie de grave autre chose, hein. Ah ouais. Mais c'est là qu'ils te disent, c'est eux qui te disent que ça rend pas heureux, tu vois. Et je pense que dans le fond, c'est vrai. Ils ont raison. Ouais, moi aussi, je pense que c'est vrai. Et j'ai une petite dernière alors. Allez, ok, deux bonus. On change de, c'est clair. Comme ça, après, tu m'embauches. Est-ce que le plus dur, ça n'a pas été d'aller démarcher des gens, d'avoir des réponses positives, justement?
là, peut-être que maintenant, comme t'es plus gros avec les sportifs, ce sera plus simple. Mais je sais que des fois, c'est dur quand t'es petit et que c'est des gens qui sont sursollicités déjà, d'aller chercher un gros poisson peut-être. Mais aussi dans l'entrepreneuriat, parce que le patron, t'as pas forcément le temps. Et est-ce que ça n'a pas été ça le plus dur d'avoir des réponses positives? C'était dur, mais en même temps, à chaque fois, c'était très souvent par mail. D'accord. Et en fait, je faisais en sorte que le mail, il soit ultra efficace, tu vois. D'accord. Qu'il y avait genre 4-5 phrases. Ouais, qu'il n'est pas un pavé comme ça à lire, ouais. Pas un pavé, pas générique. Donc, pourquoi est-ce que je veux véritablement te recevoir sur le podcast? Et en fait, j'arrivais à convaincre ces personnes-là en ayant les bons mots, entre guillemets. Donc à chaque fois, je me démerdais. Je jouais aussi sur mon âge, tu vois. Je disais, bien sûr, je suis jeune, je me lance. J'ai 21 ans, machin, etc. Malgré tout, aujourd'hui, j'ai quand même parfois des refus, tu vois. Oui, bien sûr. Ce qui est hyper étonnant, c'est que j'ai beaucoup de refus ou de gens qui me disent « je me considère pas entrepreneur ». Alors que c'est des entrepreneurs de ouf. D'accord. Tu vois, parce que... Ouais, ils sont dans le truc et ils calculent pas ce qui est... Exactement. Ouais. Et donc là, tout mon challenge sur les prochains mois et le futur du podcast, c'est de recevoir des gens qui ne se considèrent pas entrepreneurs, mais qui le sont. Dans le fond. Qui le sont de ouf. Ok. Parce que le fait d'entreprendre, c'est juste c'est le fait de faire. Faire quelque chose, ouais, c'est clair. Donc ouais, je prends encore des noms. Ouais, bien sûr, mais moi, ça m'arrive aussi, hein. Tu sais, je prends des noms sur plein de choses, hein. Et même médias, des fois. Ouais. Donc, faut être ok avec ça. non. Et faut, en fait, sur un épisode avec un mec incroyable qui s'appelle Joël Bourema, coach Joe, qui a coaché Omar Sy pour Intouchable, Kanye West, les Kardashian, qui maintenant habite aux États-Unis, il m'avait dit, quand il y a une porte qui se ferme, il a été prof de sport à la Starac aussi, sur la saison 1 et 2. Il m'a dit, quand il y a une porte qui se ferme, je vais essayer de trouver une autre porte. Et il m'a dit, en fait, mon métier, c'est serrurier. Putain, c'est dingue. Bah, c'est vrai. C'est cool, tu vois. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Trop bien. J'ai le même état d'esprit. Mais moi, quand je vois le truc des podcasts et des médias, tu vois, en général, je me dis, quand tu démarres petit, moi, je vois le truc trop dur comme aller chercher quelqu'un de... C'est dur, mais c'est pas plus dur que faire champion olympique et non, bien sûr, c'est juste différent, mais tu vois, ouais, mais ça, tu t'entraînes pour, entre guillemets, tu vois. Alors que ça, pareil, c'est soit les gens, ils t'ouvrent la porte, soit ils te la ferment, tu vois. Ouais, mais l'entraînement, il est pareil. Oui, après, tu démarches différemment, des épisodes. Pareil pour une boîte, au fur et à mesure des contrats. Ok. Donc, c'est exactement le même process. C'est différent, mais pour moi, c'est un process assez similaire. Dernière question pour cet épisode, c'est quoi ta définition personnelle de hors norme? Hors norme, je pense que c'est quand tu dépasses les limites et que tu les repousses toujours, en fait, sans cesse. Quand tu arrives déjà à faire de très grandes choses et que tu repousses encore la barre et que tu la repousses encore et que tu la repousses encore, je pense que c'est ça être hors norme. Ce sera parfait pour conclure cet épisode. Merci beaucoup, Steven. Merci à toi, avec grand plaisir. Ouais, c'était trop cool. Merci beaucoup. J'ai trop kiffé. Franchement, j'espère que toi qui nous as regardé, écouté, ça t'a plu aussi. On mettra évidemment tous tes liens en description. Pas de problème. Puis on a grave envie de plus te voir sur les réseaux sociaux, tout simplement. Ouais, je vais essayer de m'y mettre, je te jure. Et pourtant, c'est ce que je dis à tout le monde, mais je vais vraiment essayer parce que t'as vu, il faut vivre avec son temps et puis je pense que plein de choses à raconter. Déjà. Plein de choses à documenter, je pense. Je pense qu'on pourrait parler toute l'après-midi, tu vois, mais et puis je pense que je me ferme beaucoup de portes, bêtement. Donc ouais, il va falloir. On te souhaite plein de belles choses. Merci à toi aussi. Merci beaucoup, Steven. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao.